Le clairon. Alors, c'est un peu particulier ce qui s'est passé, cette affaire, cette interview que nous avons menée de Georges Simion. Donc, Georges Simion, député au Parlement roumain, vice-président exécutif du parti, du groupe, vous savez, des conservateurs et réformistes qui est européen, qui est mené par Giorgia Meloni, le groupe ECR, et président de l'AUR au niveau national en Roumanie, c'est-à-dire l'Alliance pour l'unité des Roumains. Il est candidat à la présidentielle et il s'est présenté, il dit reprendre le flambeau de Călin Georgescu. On va reprendre évidemment cette annonce un peu plus tard avec Guy de Lafortelle qui est avec moi. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je le rappelle, vous êtes chroniqueur financier, fondateur de la lettre d'information L'investisseur sans costume et évidemment cofondateur de Toxin. Guy de Lafortelle, on va faire ensemble, si vous le permettez, cette interview. C'est-à-dire que, chers amis, cette interview que nous avons menée de Georges Simion, pour que vous sachiez tout, est finalement une interview que nous a autorisé à faire par écrit. C'est-à-dire qu'on a pu envoyer des questions et puis il nous a renvoyé une vidéo d'un bloc avec les réponses, ce qui est un format que nous n'apprécions pas particulièrement puisque nous ne pouvons pas dialoguer. Ce qui fait que nous avons renvoyé des questions puisque nous, en voyant les réponses, on voyait que c'était insatisfaisant pour nous. Mais les questions ont été renvoyées vendredi dernier et nous n'avons pas encore eu les réponses. Alors, ce qu'on vous propose de faire aujourd'hui, c'est vous présenter de manière tout à fait transparente nos questions et la réponse que vous verrez en vidéo de ce candidat à la présidentielle, Georges Simion, en Roumanie. Et puis ensuite, évidemment, de revenir sur l'ensemble des questions autour de ce candidat. Évidemment, vous vous rappelez de ce qui s'était passé pour Călin Georgescu, qui était complètement exclu de la course à la présidentielle de manière antidémocratique. On va revenir sur ce candidat exclu et sur ce nouveau candidat qui apparaît, Georges Simion, que nous avons pu interviewer, mais qui n'a pas répondu à l'ensemble de nos questions. Ce sera donc l'objet de la deuxième partie, on va dire, de ce clairon avec Guy de Lafortelle. Mais pour commencer, eh bien, allons sur cette interview de Călin Georgescu, donc, qui va être recollée, on va dire. On va décoller les blocs de réponses de Georges Simion tout de suite. Vous allez entendre ma première question à lui. Alors, bonjour Georges Simion, quelle est votre opinion sur la décision de la Cour constitutionnelle roumaine d'interdire à Călin Georgescu de se présenter à l'élection présidentielle roumaine? Thank you for having me on your show. Merci de m'avoir invité dans votre émission. La décision d'exclure Călin Georgescu de l'élection est ni plus ni moins une attaque contre la démocratie. La Roumanie est censée être un pays libre, une démocratie européenne. Mais nous avons assisté à des manœuvres politiques qui appartiennent à une époque que nous pensions avoir laissée derrière nous. Il ne s'agit pas d'un homme ou d'un candidat en particulier, il s'agit du droit fondamental des Roumains de choisir leurs dirigeants. Lorsque les institutions agissent pour éliminer la concurrence au lieu de garantir des élections équitables, c'est l'ensemble du processus démocratique qui est, à mon avis, compromis. La vraie question n'est pas de savoir pourquoi Călin Georgescu a été banni, mais pourquoi les élites politiques et les personnes au pouvoir craignaient sa présence sur le bulletin de vote. Cela devrait préoccuper tous les Européens qui croient aux élections libres. Alors, la semaine dernière, nous avons reçu la journaliste roumaine Josefina Pascal dans notre émission et celle-ci a affirmé que cette annulation donc de Călin Georgescu, était le résultat d'une ingérence étrangère, notamment une ingérence du gouvernement français et particulièrement d'Emmanuel Macron. Pouvez-vous confirmer ou infirmer cette information? Et plus largement, percevez-vous une ingérence étrangère européenne dans ce qui s'est passé en Roumanie? Yes, Oui, Josefina is right. Josefina a raison. Je peux confirmer ce qu'elle a dit. Ce que je peux également confirmer, c'est que l'élite politique roumaine a toujours fait passer les intérêts extérieurs avant la volonté de son propre peuple. Y a-t-il eu des pressions étrangères? Eh bien, il est difficile de l'affirmer avec certitude à cause du manque de transparence dans ces décisions. Cependant, nous avons vu des signes inquiétants, des rapports externes, des visites diplomatiques et des déclarations de hauts fonctionnaires européens qui ont coïncidé directement avec des manœuvres politiques clés en Roumanie. La France, en tant qu'un des acteurs les plus influents, a la responsabilité de soutenir la démocratie pour ne pas être perçue comme s'ingérant dans les élections d'une nation souveraine. S'il n'y a pas eu d'ingérence, pourquoi tant de citoyens roumains pensent-ils qu'il y en a eu une?
C'est pourquoi nous avons besoin d'institutions plus fortes qui protègent la souveraineté nationale. La démocratie signifie permettre aux citoyens et non aux bureaucrates et absolument pas aux gouvernements étrangers de décider de leur avenir. Alors comment voyez-vous le nouveau système de censure qui est mis en place par l'Union européenne à Bruxelles? Je cite par exemple les annonces de Thierry Breton qui dit ce qu'on a fait en Roumanie, on le refera dans les élections allemandes, ou évidemment le Digital Service Act, le fameux DSA. Observez-vous une distinction entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est en matière de défense de la liberté d'expression? Nous assistons à la montée de la censure institutionnalisée au niveau européen, précisément ce que l'UE était censée empêcher. Des réglementations comme le DSA ne visent pas à lutter contre la désinformation. Elles visent à contrôler les narratifs, à faire taire l'opposition et à garantir que seuls certains points de vue sont autorisés dans l'espace public. Ne prétendons pas que c'est accidentel. Lorsque l'on voit des responsables de l'Union européenne discuter ouvertement d'une intervention dans les élections, cela soulève une question fondamentale. Qui décide de ce qu'est désinformation et surtout qui profite de cette censure? En ce qui concerne les différences entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, l'Ouest a construit sa démocratie au fil des siècles, tandis que l'Est a dû se battre pour cela. Il a dû résister à la dictature et se reconstruire après des décennies d'oppression. C'est peut-être pour cela que les Européens de l'Est résistent plus fortement à l'emprise du gouvernement. Nous savons ce qui se passe lorsque les autorités décident de ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas dire. L'Europe devrait être un phare de liberté, pas un terrain d'essai pour la censure. Et dans les médias français qu'on appelle mainstream, vous êtes présenté comme candidat nationaliste d'extrême droite, c'est l'étiquette. Que pensez-vous de cette étiquette? Et pourriez-vous résumer vos positions sur les sujets suivants? La guerre en Ukraine, les relations entre les États et l'Union européenne et les relations avec l'OTAN. Yes. Of course we can. This far-right Oui, label bien is, sûr, lazy, cette étiquette d'extrême dishonest droite and et de nazi est malhonnête to et avoid vise à déclencher la real panique debate. pour éviter un vrai débat. If you speak C'est about une tactique. sovereignty, you're Si vous parlez de right. If souveraineté, you criticize vous êtes d'extrême droite. Brussels, you're Si vous pro-Russian. critiquez Bruxelles, If you vous want êtes fair pro-russe. wages and controlled Si vous borders, voulez des you salaires are équitables et des extremist. frontières contrôlées, Let's talk about vous êtes facts extrémiste. instead of labels. Parlons de In faits Ukraine, plutôt que Romania d'étiquettes. wants peace. La We are Roumanie in the veut la front paix en line of Ukraine. this war, and no Nous one sommes en has première ligne de interest cette in guerre et personne n'a de-escalation plus than intérêt us. que nous à la Romania has désescalade. shown solidarity, La provided Roumanie a fait preuve de humanitarian aid solidarité. and helped Elle a fourni Ukrainian l'aide refugees. humanitaire et But aidé we les must réfugiés ask, ukrainiens. how long Mais nous does devons nous this demander war combien de temps continue? cette guerre va How continuer. do we ensure regional Comment security? assurer la sécurité dans notre Leadership région? means pushing for diplomatic Le solutions, leadership implique not de faire just pression following pour des solutions orders. The diplomatiques et brutal pas Russian seulement war de over suivre les Ukraine ordres. must stop. La guerre There's no brutale de la point Russie contre in l'Ukraine prolonging doit cesser. this Il ne sert à unnecessary rien de war, prolonger cette guerre and inutile peace must et la come paix with new doit venir security avec de guarantees. nouvelles garanties de Now on sécurité. the EU topic, Romania belongs in Maintenant, Europe, à but propos we de must l'UE, stop la Roumanie being a sa passive place en followers Europe, of mais nous Brussels. devons We cesser must d'être des negotiate suiveurs passifs stronger, de Bruxelles. fight for our Nous devons needs négocier and plus ensure that fermement, EU funds lutter actually pour nos benefit industries the et veiller à Romanian ce que les people, fonds de not l'Union just européenne corrupt profitent réellement au peuple elites roumain we et pas have seulement in aux our élites government. corrompues The et EU avides must be que nous a avons union au of sein de notre equal gouvernement. partners, not a system where L'UE some doit être une countries union give de orders partenaires and égaux et others non un obey. système où certains pays donnent des And ordres et finally, on d'autres NATO, obéissent. Romania is a proud NATO Enfin, member à and propos de must remain l'OTAN, committed to la Roumanie est un regional fier membre de security. l'OTAN But et we doit must rester also be a engagé dans strong, la sécurité independent régionale. voice in Mais nous devons future également NATO, être une not voix a forte country et that indépendante au sein de l'OTAN blindly follows et non un pays qui strategies suit decided aveuglément des elsewhere. stratégies We need décidées NATO. ailleurs. If NATO will not exist, Nous avons besoin our de l'OTAN. security is Si l'OTAN fragile. n'existait pas, But notre we sécurité need serait NATO menacée. as it is, as a Mais nous avons defensive besoin de l'OTAN alliance. en tant We qu'alliance want peace, défensive. security Nous and voulons la cooperation, paix, but la without sécurité et la sacrificing sovereignty. coopération, mais sans sacrifier la souveraineté.
Votre candidature est la seule nationaliste à avoir été validée par la Cour constitutionnelle roumaine, puisque je rappelle que celle d'Anna Maria Gravila a été rejetée car jugée contraire aux valeurs démocratiques. Comment vous expliquez cela? Vous reprenez désormais aussi, en tout cas c'est comme ça que vous présentez, le flambeau du combat que représentait Călin Georgescu. Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour vous? Cela changera-t-il quelque chose dans votre programme? Et si vous gagnez, envisagez-vous de tendre la main à Călin Georgescu? Il est clair que le système voulait contrôler qui peut et ne peut pas se présenter. Je vous rappelle que ma collègue Anna Maria Gravila, présidente du Parti des Jeunes, a également été validée par la Cour constitutionnelle, mais qu'elle a renoncé à sa candidature afin d'augmenter mes chances de devenir président. Je ne considère pas ma validation comme une victoire personnelle. C'est une victoire pour tous les Roumains qui croient en la démocratie. Vu que Călin Georgescu a été injustement écarté de la course, notre priorité est de veiller à ce qu'aucun Roumain ne soit plus jamais refusé le droit de participer au processus démocratique. Et Călin Georgescu mérite d'être un des dirigeants du gouvernement roumain. Oui, ces dernières semaines, la Roumanie a été le théâtre de grandes manifestations populaires. Comment vous évaluez l'état d'esprit du peuple roumain? Et pensez-vous qu'une révolte populaire, un renversement du gouvernement sont envisageables? Le peuple roumain est éveillé. Il voit la corruption, la manipulation, le mépris de son opinion. Y aura-t-il une révolte? J'espère qu'elle sera démocratique, pacifique, car en 1989, nous avons eu une révolution sanglante, alors que dans tous les anciens pays soviétiques, il y a eu une révolution de velours. Je m'attends à une révolte dans les urnes où les Roumains reprendront leur pouvoir et montreront au monde qu'ils ne sont plus ignorés. Un homme politique souverainiste en France, Florian Philippot, a récemment déclaré « La Roumanie était le laboratoire du contrôle de la volonté populaire par l'Union européenne. Elle pourrait devenir le laboratoire d'un tournant patriotique en Europe. » Qu'en pensez-vous? Oui, je suis tout à fait d'accord. La Roumanie est devenue un test pour savoir jusqu'où le système peut aller dans la manipulation de la démocratie. Mais elle peut aussi devenir la première pièce du domino à tomber dans un mouvement qui revendique la souveraineté nationale à travers l'Europe. Ce qui se passe en Roumanie enverra un message fort à toutes les nations européennes. La démocratie appartient au peuple, pas aux élites politiques. Merci à vous, Georges Simion. Merci à vous aussi. Le combat pour la démocratie n'est pas seulement celui de la Roumanie, c'est celui de l'Europe. Salutations de Bucarest. Voilà, chers amis, vous avez donc assisté à cette interview indirecte, je le précise, qui s'est déroulée par question écrite, comme vous le comprenez, et ces vidéos qui ont été renvoyées en réponse. Donc nous n'avons pas pu interagir finalement à ces questions, à ces réponses plutôt. Et c'est pourquoi nous avons souhaité lui poser de nouvelles questions. Une partie a été envoyée vendredi par notre collègue Roxane. Je vais vous lire ces questions qui ont été renvoyées vendredi, mais dont nous n'avons pas encore les réponses. Et puis Guy de Lafortelle a également encore des questions à poser à ce candidat roumain. Alors d'abord, pour commencer, c'est de notre côté, les questions que nous avions envoyées vendredi étaient celles-ci, puisque nous avons pu lire le 17 mars que ce candidat avait finalement déclaré que la Russie était une menace, et puis il a également dit que l'Europe a besoin d'un front uni contre la Russie. C'était notamment reporté dans le Financial Times. Alors on lui a demandé de clarifier sa position vis-à-vis de la Russie et du conflit avec l'Ukraine en particulier. Êtes-vous favorable également à la mobilisation de troupes européennes? Voilà les questions posées. En quoi la Russie est-elle une menace pour la démocratie roumaine selon vous? Que pensez-vous de l'interdiction de Călin Georgescu de se présenter? Bon, ça, il avait déjà un peu répondu. Enfin, quelle est votre position claire sur l'OTAN? Voilà les questions qu'on reposait à Georges Simion. Donc, pas encore de réponse, comme je vous l'ai dit. Et puis, évidemment, Guy de Lafortelle, vous aussi, vous souhaitiez poser d'autres questions à Georges Simion. Alors, je vous en prie.
Alors, dans les autres questions qu'on aurait eues, il y a tout d'abord dans la première question que vous avez posée dans l'entretien qu'on vient de diffuser et traduire, Monsieur Simeon dit: la vraie question est de savoir pourquoi les élites politiques et les personnes au pouvoir craignaient sa présence sur le bulletin de vote. Sa présence, pardon, c'est Calin Georgescu. Mm. Cela devrait préoccuper tous les Européens qui croient aux élections libres. Effectivement, ça nous préoccupe. Et donc, là, on aimerait bien que M. Simeon y réponde. Quelles sont les raisons, selon vous, et pourquoi les autorités, surtout, ont-elles validé la candidature de M. Simeon et pas celle de M. Georgescu? Ça, c'est une question très importante. Une autre question, dans un autre entretien que M. Simeon a accordé aux médias Omerta, il affirme être le garant d'élections libres en Roumanie. Et ça, je vous avoue, ça m'a fait un peu sauter sur ma chaise parce que est-ce que les élections de mai prochain, donc les élections présidentielles, peuvent-elles être qualifiées de libres Oui. alors que M. Georgescu, le candidat favori, est empêché de se présenter? Oui. Troisième question. Monsieur Simeon a affirmé dans la presse roumaine qu'il voulait rendre à M. Georgescu la place qu'il mérite. Ou encore, dans un autre média, dans une vidéo enregistrée, nous devons revenir à la normalité. La normalité aurait été que M. Georgescu puisse être élu président à la suite d'un second tour équitable. Alors ce message peut être légitimement interprété comme une sorte de volonté de démissionner de la part de M. Simeon en cas de victoire, afin d'organiser le fameux second tour annulé en décembre dernier. Donc on aimerait savoir si M. Simeon peut préciser ses intentions à la suite de ces déclarations, ou en tout cas comment est-ce qu'il entend, je le recite, revenir à la normalité et que M. Georgescu puisse être élu président. Comment est-ce qu'il compte faire ça? En sachant que la Cour constitutionnelle en Roumanie est extrêmement puissante, on Ouais. l'a déjà vu, et que la Cour constitutionnelle a déjà publié des arrêts qui sont des arrêts pour dire qu'on n'a pas le droit de se présenter pour autre chose que de gouverner. Oui. Donc, a priori, M. Simeon ne peut pas se présenter et ne peut pas être élu s'il n'a pas l'intention de gouverner derrière. Donc, il y a un arrêté. Ce qui nous amène à notre cinquième Et question. peut-être Oui, dans la pardon. quatrième question, préciser que chez nous, donc on l'entend là, qui répond que Calin Georgescu mérite une place dans le gouvernement. Donc on peut comprendre qu'il dit qu'il va lui donner une place, mais c'est pas exactement comme ça qu'il le signifie. Bah ouais, alors ça, c'est les choses qui m'inquiètent un peu parce que quand vous avez ce genre de déclarations qui commencent, d'abord on dit on va tout annuler, on va réorganiser. En tout cas, ça laisse entendre très clairement. La normalité, c'est que M. Georgescu puisse être élu après un second tour équitable. Ça laisse pas beaucoup de place à l'interprétation. Et là, tout d'un coup, chez nous, il nous dit il a eu une place dans son gouvernement. On n'est pas du tout dans la même chose. Donc, c'est quelque chose, si vous voulez, on commence à avoir l'habitude, depuis l'élection de M. Tsipras, à des candidats qui se font élire sur des programmes qui sont très populaires et qui, au final, font pas grand-chose de leur politique. Et c'est vraiment le risque aujourd'hui. Et c'est ce qu'on aimerait vérifier auprès de M. Simeon. C'est qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il est élu. Oui. Et surtout que, et alors ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que c'est notamment pour ça que je suis un peu là, c'est que j'ai passé beaucoup de temps ce week-end, notamment pour chercher une déclaration officielle de M. Georgescu affirmant son soutien à la candidature de Georges Simeon. Parce que si on regarde dans les médias, dans la presse, ou encore une fois dans l'entretien que M. Simeon a donné à Omerta, il se présente comme le candidat qui a le soutien de M. Georgescu. Il a affirmé reprendre le flambeau. C'était le 12 mars dernier, le lendemain du rejet définitif de la candidature de M. Georgescu. M. Simeon a été voir M. Georgescu. Et il est ressorti de cet entretien privé, bien évidemment, avec M. Georgescu pour dire « je reprends le flambeau ». Sauf que on a, encore une fois, moi je n'ai trouvé aucune déclaration écrite ou vidéo ou publique qui ne se sont pas affichées ensemble. Et si vous allez sur le compte Twitter de M. Georgescu, le dernier tweet publié, il est publié en roumain, en anglais et en français. Je cite, les maîtres ont décidé, pas d'égalité, pas de liberté, pas de fraternité pour les Romains. Vive la France et Bruxelles, vive leur colonie appelée la Roumanie. Vous notez bien qu'on est nommé que nous, pas les Allemands, pas d'autres. Ça fait écho, là, pour le coup, à l'enquête de Joséphine Pascal qui est passée chez nous et qui parle d'ingérence française. Exactement.
Et donc, moi, je me dis: «Mais pourquoi, monsieur Georgescu n'a-t-il pas fait de déclaration officielle pour, vous soutenir, monsieur Simeone?» Ou même, ne serait-ce que parce qu'on pourrait comprendre que ce soit pas extrêmement porteur d'un point vis-à-vis de cette justice, d'avoir un soutien officiel, mais Oui. d'avoir au moins un message un petit peu optimiste, quoi. Mm. Là, on n'a rien. Le dernier message de M. Georgescu, c'est les maîtres ont décidé. Votre colonie est appelée la Roumanie. Et on est de la France dedans. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important parce que c'est pas du tout la même chose Bien sûr. d'avoir M. Simeone qui se présente avec le soutien ou non de M. Georgescu. Et encore une fois, moi, je commence à être un peu échaudé par ces candidats qui arrivent avec des discours très forts et qui, après, en appliquent que les franges dont Bruxelles veut bien laisser faire, quoi. Mm. Heu, alors ça pose la question de se dire: «Est-ce que finalement c'est, un moindre mal, ou est-ce que, c'est une manière d'annihiler, de pas d'annihiler la rue, pardon, le terme est mal choisi, mais en tout cas de faire taire la rue?» C'est d'ailleurs, je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais vous avez un des grands leaders du mouvement populaire qui dit: «Non, il faut pas voter pour monsieur Simeone, il faut résister jusqu'au bout, il faut pas se contenter d'une demi-mesure». Mm. Heu et pardon, parce que j'ai des questions qui sont longues et j'en ai beaucoup. J'en ai encore 2. Non, j'en ai plus qu'une, pardon. La dernière question qui est donc, on revient à l'annulation du scrutin, ainsi que le rejet de la candidature de monsieur Georgescu montre que le pouvoir de la Cour constitutionnelle, d'une part, et du bureau électoral central, d'autre part, donc la commission électorale, est bien plus important que, la volonté du peuple roumain. Et la question est pourquoi est-ce que ces organes ne rejetteraient-ils pas votre candidature ou simplement n'empêcheraient pas votre politique et que comptez-vous faire en tant que candidat et en tant que président si vous êtes élu, en sachant qu'il faut aussi rajouter la CEDH, hein, vous avez fait un excellent entretien, donc la Cour européenne des droits de l'homme, pardon, avec, il me semble, Grégoire Pupin et Tout j'ai à fait. encore oublié le nom de votre deuxième invité, dans lequel il précisait bien que la CEDH a refusé de se saisir du dossier. Oui. Et ça nous ramène à des choses. On sait que, alors ça, le travail a été fait en long, en large, en travers. La CEDH est tenue par des juges aux mains de Soros. Ça, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, la majorité des juges de la CEDH provient du réseau de l'Open Society. Ce sont des militants qui ont été placés là. Le travail a été fait. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est aussi ce qui se passe dans la Cour constitutionnelle roumaine. Je vous rappelle que la Roumanie est un voisin de la Hongrie de M. Orban, dont est issu M. Soros, hein, qui est hongrois, et que M. Soros finance à grands frais le parti contre lequel, de la candidate contre laquelle se présentait M. Georgescu au second tour. Donc c'était M. Soros, c'est un adversaire, bien évidemment, et que M. Soros a aussi des représentants dans la Cour constitutionnelle. Vous avez notamment Mme Tănăsescu, qui elle aussi est en poste dans l'Institut pour les politiques publiques de Roumanie, qui est pareil, ça fait partie de la galaxie de l'Open Society de Soros. Donc, il y a là, pareil, ça c'est quelque chose, c'est avec monsieur Guillain Benessa qu'on a eu vraiment ce travail sur les gouvernements des juges contre le gouvernement populaire. Et donc, on a là vraiment une situation qui est à la fois compliquée, difficile, qui a énormément d'écho avec la France. Vous Oui. avez vu qu'on est très clairement impliqué là-dedans, très Oui, oui. fortement. Moi, je suis en train de travailler là-dessus, notamment sur les intérêts de la France en Roumanie. Encore une fois, le travail que vous avez fait avec Josefina, Oui. j'ai oublié son nom, Pascal, pardon, Pascal, on va excellent. vous remettre le lien, chers amis, hein, tout de suite de l'interview avec Et Joséphine on Pascal, va parce vous que c'est remettre vraiment très ça. intéressant. Oui. Et j'aurais aimé arriver ce matin, on est en train de travailler sur un dossier parce que ça mérite de remettre tout ça ensemble et de refaire la chronologie des faits, les différents acteurs, le rôle de la France dans tout ça, Exactement. les enjeux pour nous. Parce que le gouvernement des juges, si vous voulez, en France aussi, on a comme ça des commissions électorales qui font des choses. On a aussi en France un conseil constitutionnel et vraiment, je pense que ça vaut le coup. On va finir ce dossier dans ce début de semaine et je vous invite pour le faire à aller sur tout de suite sans attendre à aller sur notre site toxin-media.fr et inscrivez-vous à notre gazette. C'est la gazette Oui. qui est écrite tous les soirs par Valentin Schirmer. On va l'envoyer à tous les abonnés de la gazette cette Oui. semaine. Et même sans Grosse ça, si enquête vous pour voulez. comprendre finalement ce qui se cache Ah derrière bah, cette présentation du nouveau candidat roumain, la suite flambeau, l'ingérence française. Grosse enquête Toxin donc.
Ah bah, alors, il y a du boulot, ouais. Bien sûr, c'est grosse enquête, je sais pas. C'est-à-dire que oui, on peut dire ça comme ça. Ce que je veux dire surtout, c'est que c'est un début. Et Florian Philippot a raison quand il dit vous avez un laboratoire. Et c'est-à-dire qu'à la fois, c'est un mouvement qui a été initié, à mon avis, à partir de Tsipras, hein, quand les Grecs votent pour Tsipras et votent pour le retrait de la Grèce de l'Union européenne, et que Tsipras, qui doit appliquer ça, en fait, n'a absolument rien fait. Oui. Et on a plusieurs candidats. Là, je pense que j'en ai déjà très en retard, donc je vais vous rendre le micro. Mais allez sur toxin-media.fr et inscrivez-vous à la Gazette, parce que je pense que ça nous concerne beaucoup plus et que on peut, nous, avoir un petit goût de roumain aujourd'hui, et on est un peu traité de la même manière, et ça fait, c'est quelque chose qui est en train de se généraliser. Merci beaucoup Guy de Lafortelle. Peut-être juste une dernière précision que je fais, puisque c'est intéressant. Je vous l'ai dit, hein, ce candidat, Georges Simion, a dit que l'Europe avait besoin d'un front unique contre la Russie, que la Russie était une menace. Et Sarah Knafo, on a vu cette déclaration le 17 mars, et Sarah Knafo, du même groupe ECR, a dit le 15 mars que la Russie puisse constituer une menace est indéniable. Donc, il y a peut-être aussi une commande du groupe ECR. C'est des choses qu'on suit ensemble avec vous, Guy de Lafortelle. Et dans ce dossier d'enquête spéciale, oui, Guy. Est-ce que, pardon, je peux rajouter une dernière chose sur ce sujet-là, parce que hier, André Berkoff a interviewé Piotr Tolstoï, justement, sur ses rapports entre l'Europe et la Russie. Et Piotr Tolstoï a eu cette phrase très intéressante de dire sans la Russie, l'Europe n'a pas de matière première. Ce qui est à 95% vrai. Et ça donne une clé de compréhension très forte sur les relations, et pourquoi est-ce que les États-Unis veulent nous couper de la Russie. Parce que l'Europe, en tout cas, pardon, l'Union européenne, ou même l'Europe occidentale, avec ou sans la Russie, c'est pas du tout la même puissance, parce que vous en avez une gorgée de matières premières ou une sans matières premières, et ça change tout. Donc ça, c'est une clé de lecture qui est pas du tout inintéressante aussi. Oui. Et je vous invite en même temps, à aller voir l'excellent entretien d'André Berkoff avec Piotr Tolstoï. Et moi, je fais une correction, parce que j'ai dit que Sarah Knafo était dans le groupe ECR, mais c'est Marion Maréchal qui l'est, donc c'est pas exactement la même chose. Malgré tout, c'est intéressant de voir ce qui se passe au niveau européen. Elles sont dans le même groupe, il me semble, non ? Bah, écoutez, là, je viens d'avoir une correction. On va vérifier tout ça. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup, Guy de Lafortelle. Vous avez aimé cette émission. Vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.